Bonjour à tous et bienvenue au webinaire inaugural du programme de développement du droit commercial du département américain du commerce pour une série de webinaires sur le partenariat public-privé du CLDP. Je m'appelle Mohamed Laraoui et je suis avocat conseil de l'équipe énergie et infrastructure du CLDP. J'espère que vous êtes en bonne santé pendant cette période difficile. Nous espérons continuer notre collaboration sur les problèmes importants, comme ceux de la discussion d'aujourd'hui, en dépit des difficultés. Le CLDP est la branche d'assistante juridique et technique du département du commerce américain et intervient dans plus de 50 pays dans le monde. Le CLDP a travaillé sur les problèmes liés aux infrastructures énergétiques pendant les 10 dernières années, en débutant par des travaux liés au gaz et au pétrole au large de l'Amérique latine, puis il a étendu ses activités à l'Asie et à l'Afrique. Le CLDP peut faire appel à un large panel d'experts pour partager leur expérience dans une vaste gamme de sujets tels que les infrastructures d'énergie et les finances. Nous avons parmi nous aujourd'hui 3 grands experts qui nous feront part de leur expérience. Nous accueillons également mes collègues du CLDP, Lindsay, Scannell et Sue Logan. Sue et Lindsay travaillent avec nos avocats conseil de l'équipe énergie et infrastructure, et elle va présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Lindsay, le micro est à vous. Ok, merci. Elisabeth, pouvez-vous transférer les diapos aux intervenants? Merci. Nous avons 3 excellents invités avec nous aujourd'hui. Le premier est Jamie Head, associé chez Andrew Hunton, Andrews Kurth. Jamie a travaillé avec nous pour un nouveau programme mondial, et ceux d'entre vous qui assistaient au séminaire ne l'ont peut-être pas rencontré en personne, mais sa pratique est surtout axée sur le financement de projets et l'infrastructure, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Il possède une expérience très complète de conseil et de représentation de clients pour le développement d'infrastructures à grande échelle et le partenariat public-privé, notamment en Tanzanie, en Ouganda, au Mozambique, Rwanda, Kosovo, en Serbie, Bosnie, Turquie et au Cambodge. Avant de rejoindre le cabinet, Jamie a été juge-avocat dans le corps de juge-avocat général de la Marine des États-Unis, où il a travaillé sur divers problèmes internationaux, aux criminels et aux civils. Ensuite, nous avons Diana Parks. Diana Parks est associée dans le cabinet juridique Dorsey, où elle préside le groupe de travail pratique d'infrastructure et PPP. Elle a travaillé avec les agences publiques dans toute l'Amérique du Nord pendant les 20 dernières années, en développant un programme de partenariat public-privé et en fournissant des projets de première importance au moyen d'une méthodologie d'achat innovante. Elle a dirigé des projets pour des équipes de conception-construction et interagi en tant que responsable là où nous représentions des consortiums sur des aspects stratégiques d'un partenariat public-privé en ce qui concerne l'adéquation et l'exécution de projets. Et enfin, nous avons Matthew Felmeth. Matthew est administrateur chez BBI, un fonds mondial pour l'infrastructure dans lequel il se concentre sur les investissements principaux et secondaires dans les classes d'actifs du transport et de l'infrastructure sociale. Il dispose de plus de 12 ans d'expérience de financement de projets et dans le développement, et s'est spécialisé dans les projets de production d'électricité, de transport et d'infrastructures sociales. Matthew a déjà travaillé dans divers secteurs et des endroits multiples, y compris la route, le rail, les ports, les aéroports, la production d'électricité et l'infrastructure sociale dans le monde entier. Nous avons donc vraiment un excellent panel qui nous donnera une représentation du financement de projets dans cette première partie de cette série. Donc, je vais laisser Jamie prendre la parole pour la première partie. Fantastique. Je vais brièvement vous décrire le programme de cette session et également des sessions que nous ferons ultérieurement. Et en fait, nous allons diviser tout ce que vous voyez sur votre écran en 2 présentations. Aujourd'hui, nous allons essayer de couvrir les partenariats publics-privés et faire la présentation de ces sujets. C'est probablement sous cette forme que vous allez principalement rencontrer le financement de projets, qui sera l'objet de nos 2 prochaines sessions. Que sont les partenariats publics-privés? Quels en sont les bénéfices, les inconvénients? Quand sont-ils appropriés et quand ne le sont-ils pas? Que vaut mieux-il utiliser? Est-il plus intéressant que le secteur public le fasse? Ou vaut-il mieux faire appel au secteur privé? Et puis, la seconde chose que nous essaierons de couvrir aujourd'hui
est une brève présentation des modèles de financement pour l'infrastructure généralement employée par les gouvernements. Comment les gouvernements peuvent-ils faire? Quelles sont les options de base dont ils disposent? Je pense que dans la session suivante, nous parlerons de l'aspect finançable du financement de projet. Autrement dit, l'essentiel de ce que vous devez avoir pour mobiliser la dette et les capitaux dans une structure de financement de projet. Parlons tout d'abord des partenariats publics-privés. Ce sont des mots que l'on entend beaucoup et que les gens utilisent de façon différente. Et ils sont chargés d'une sorte de connotation positive. Tout spécialement si c'est la première fois qu'on en vient à un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, on ne les aime pas. Mais ensuite, une fois que le pays en a fait l'expérience, ils prennent un autre sens. Ils peuvent être associés avec un projet spécifique ou un parti politique spécifique. Il n'existe pas de définition universellement acceptée, mais le concept est bien compris en ingénierie dans les cercles juridiques financiers qui utilisent les partenariats publics-privés. Et j'aimerais préciser qu'il s'est formé une sorte de consensus autour d'une compréhension commune de ce qu'est un partenariat public-privé. Je pense que la loi kenyane de 2013 sur les partenariats publics-privés en donne la meilleure définition. Donc prenons un moment pour réellement détailler cette définition à l'écran. C'est un arrangement entre une autorité contractante, cela peut être le ministère des Transports, cela peut être un acquéreur d'électricité en gros, qui est détenu par le gouvernement, un acquéreur para-étatique. Mais cela pourrait être l'agence municipale de l'eau, donc c'est une autorité contractante. C'est conclu entre une autorité contractante et une partie privée, en vertu de quoi la partie privée fait trois choses. Tout d'abord, elle réalise une fonction publique. Donc, elle fait quelque chose qui est une fonction publique et elle fournit un service au nom d'une autorité contractante. Ensuite, elle doit être rémunérée pour cela. Comment est-elle rémunérée? La partie privée reçoit une indemnisation, soit du gouvernement lui-même sur un fonds de nature publique, et ce peut être un fonds de revenus qui est obtenu au moyen de taxes. Ce peut être un revenu que le gouvernement tire de péages. Mais l'idée est que le gouvernement va payer la partie privée au moyen de quelque chose comme un paiement de disponibilité. C'est le nom le plus souvent utilisé pour ce type de rémunération. C'est l'une des façons de faire. L'autre façon est tout simplement de laisser la partie privée qui réalise une fonction publique collecter des frais ou des charges auprès des utilisateurs de cette fonction publique. En d'autres mots, vous pouvez penser à quelqu'un qui conduit sur une route à péage, c'est la première illustration à laquelle on pense. Il peut arriver que la partie privée non seulement collecte les péages, mais les conserve. Et c'est sa rémunération. Ou bien, une troisième manière de rémunérer la personne du secteur privé est la combinaison des deux autres, et c'est très courant. Surtout parce que les frais que vous collectez des utilisateurs, non pas comme dans le cas d'une route à péage, mais imaginons peut-être un utilisateur d'électricité, ou un utilisateur d'un hôpital ou d'une autre fonction publique. Tout d'abord, il se peut que le gouvernement ne souhaite pas facturer le montant total à l'utilisateur final. Ou bien, il se peut que, du fait de l'économie de marché, vous ne soyez pas capable de générer suffisamment de revenus réguliers, prévisibles à partir de ces frais pour permettre au gouvernement d'éviter de payer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'un partenariat public-privé? 1. Vous entreprenez de réaliser une fonction publique. 2. Vous êtes rémunéré. Le troisième point est une des choses essentielles sur laquelle nous allons concentrer nos efforts dans les jours qui viennent. Le secteur privé va devenir responsable des risques associés à la performance et au fonctionnement de cet actif qu'il gère pour le public. Donc, bien sûr, il ne va pas assumer tous les risques. En fait, l'affectation des risques est un genre de pièce maîtresse et la présentation du financement de projet de Matthew nous y amènera. Mais en termes de risque de performance de cet actif public, les clés d'un partenariat public-privé sont que le secteur privé soit responsable de cela. Lindsay, allons-y pour la diapo suivante. Jamie, en fait, j'aurais une question rapide. Oui? Dans les expériences que je peux avoir spécialement, je vais prendre un exemple d'il y a peut-être quelques années en arrière. Les PPP avaient une mauvaise connotation auprès de beaucoup de ministères ou de gouvernements ou de secteurs publics ou même dans le public en général. Parce que disons qu'au Liban, ils avaient en fait une concession, pas vraiment un PPP, plutôt une concession dans les années 1950, 60, 70, qui marchait de façon très médiocre.
Et à cette époque, on a associé cela au modèle PPP. Donc, vous voyez, comment pensez-vous que les gouvernements peuvent faire passer le message et avoir l'idée qu'il y a des avantages dans ce modèle, qui sont différents de ceux qui ont échoué au niveau des devis dans le passé? Oui, c'est une très bonne question. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré cela dans votre périple de pays en pays. Il doit y avoir des expériences très différentes avec les partenariats publics-privés, ou les concessions, ou les projets d'électricité indépendants, ou les formes de livraison d'infrastructures dont nous parlons. Quelques succès ou quelques échecs peuvent faire une énorme différence sur la façon de les percevoir. Quels que soient les chemins variés que les programmes réussis sur lesquels j'ai travaillé ont suivi, cela prend des dizaines d'années pour bâtir un programme qui fonctionne vraiment. Parce que la première étape consiste à créer un cadre de travail qui fonctionne, et ensuite de développer les procédures qui marcheront, et de mettre en action les acteurs institutionnels au sein du gouvernement qui peuvent négocier efficacement, puis gérer un PPP réussi. Je vous parie que si on se penche en détail sur cet échec au Liban, je ne sais pas ce qu'on trouvera, mais je parierais que ce ne sera pas ce que vous ou moi aurions appelé une affectation du risque acceptable. Il y a eu un problème avec l'affectation du risque sous-jacente, ou peut-être un problème avec la mise en œuvre, parce qu'il n'y avait pas de capacité institutionnelle à l'instituer, à le faire fonctionner de la façon dont il était conçu. Donc rien ne réussit mieux que le succès. Ce que j'aimerais dire aux décideurs politiques, c'est lorsque vous regardez l'image plus vaste, au niveau mondial, nous en avons beaucoup parlé, étant donné que cela a été tenté sous différentes formes dans le monde entier. Je pense que la preuve devient de plus en plus claire que vous pouvez améliorer la livraison des actifs publics et à un meilleur coût en adoptant les PPP pour certains types de projets. Il y a beaucoup de données et la Banque mondiale passe beaucoup de temps à les collecter et à les publier. Mais je crois que pour quelqu'un qui voudrait expérimenter avec ce modèle dans son pays, il n'y a rien de mieux que de regarder chez votre voisin d'à côté et de chercher des exemples de ce qui a marché. Et il y a certainement pléthore d'exemples tant dans les économies développées, on pense à la réussite de l'Australie dans ce domaine, que dans les marchés émergents où on a vu de vraies réussites. Donc si vous avez quelques pommes pourries qui ont peint en sombre les partenariats publics-privés, je vais laisser le soin aux politiciens de découvrir s'il y a une meilleure phrase qui marche mieux sur la scène politique locale. Le Royaume-Uni utilise le mot PFI pour Private Finance Initiative. Je pense que c'est juste un genre de partenariat public-privé caché ou une concession. Cela sonnait de façon bizarre comme un concept étranger et par conséquent, je pense que cela a changé sur la durée. C'était une réponse un peu longue, mais je dirais qu'il y a des preuves pour soutenir ce modèle, et qu'avec le temps et quelques réussites qui sont soigneusement gérées, vous pouvez modifier l'opinion d'un pays au sujet de ce qui fonctionne. Je ne sais pas si Diana veut ajouter quelque chose. Oui, j'allais intervenir, merci. J'ai une expérience plus centrée sur l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis. Et vous avez tout à fait raison. En tout cas, j'ai vu depuis quelques années que quand un PPP échoue aux USA ou au Canada, cela fait la première page des journaux. On entend beaucoup d'opinions disant que les PPP ne servent pas à l'intérêt du public. En particulier aux USA où les PPP sont en œuvre depuis une quinzaine d'années seulement. La plupart des concessionnaires qui ont réussi ont bénéficié des projets de route à péage, qui ont beaucoup plu, et quelques-unes des premiers projets d'infrastructure aux USA. Il y a eu des retours de flamme parce qu'il s'agissait de concessionnaires étrangers qui obtenaient tous ces projets PPP dans le pays. On a eu la perception inappropriée que les autorités contractantes américaines étaient en train de donner pour ainsi dire ces actifs publics aux sociétés étrangères et aux investisseurs étrangers. Au cours des 10 à 15 dernières années, tout au moins aux USA, nous avons fait du bon travail en éduquant mieux les politiciens, les champions et les parties prenantes. C'est pourquoi les améliorations et les succès des PPP deviennent logiques. Et c'est essentiel en particulier, comme je l'ai dit aux USA, que les parties prenantes comprennent le message au sujet des PPP et soient bien éduquées. Je peux témoigner qu'il y a davantage de réussite lorsque les intéressés prennent le temps de comprendre et qu'ils sont plus capables de formuler pourquoi c'est logique auprès de leurs parties prenantes et du public. Oui, je suis d'accord avec ça. Si nous passons à la prochaine diapo. Je pense que les autres outils dont on peut se servir pour faire progresser les partenariats publics-privés est de mettre le public dans le secret en quelque sorte.
Nous avons toujours vu, pratiquement tous les pays ont impliqué leur secteur privé dans la fourniture d'infrastructures d'une certaine façon. Ce serait très inhabituel que la seule personne qui bâtisse les infrastructures soit en fait les fonctionnaires du gouvernement travaillant pour une société de construction du gouvernement, qu'on ait ensuite un opérateur gouvernemental, une maintenance gouvernementale de cet actif quel qu'il soit. Il n'est donc pas si étonnant que nombre de pays pensent qu'en fait que non, c'est parfaitement naturel d'impliquer des sociétés de conception et de construction privées dans la livraison des actifs, et peut-être même des opérateurs et responsables de la maintenance externe. Ce diagramme montre une partie du continuum de possibilités pour les responsabilités et la façon dont vous pouvez les déléguer au secteur privé. Quand vous parlez de partenariat public-privé, du moins dans mon idée, il se peut trouver n'importe où sur ce continuum. Plus vous allez vers la droite, plus il est pur, dans le sens où vous avez affecté pratiquement le montant maximum de responsabilité au secteur privé. Mais ce sont des conditions de construction qui sont certainement familières à la plupart de nos auditeurs. Mais vous pouvez avoir une conception soumission-construction de la sorte pour livrer une route, dans laquelle vous diriez « Nous allons d'abord trouver un concepteur qui nous aidera à concevoir ce que nous voulons. Puis, nous trouverons un prestataire pour construire la route en suivant les plans. La prochaine étape pourrait être quelque chose qui ressemblerait à « Et si nous cherchions un co-contractant général pour gérer tous les sous-traitants ou même peut-être que nous avons un partenaire du secteur privé qui fera toute la conception puis la construction au fur et à mesure que l'on progresse à droite. » Vous pourriez dire « Eh bien, pourquoi ne pas donner à la même personne le soin d'exploiter et de maintenir ce qu'elle a conçu et construit ? D'une certaine façon, cela harmonise une progression pour livrer la meilleure conception et construction. Parce que si la même personne est chargée de son fonctionnement et de sa maintenance, elle voudra s'assurer qu'on a fait du bon travail sur la conception et au niveau de la construction. Allons un petit peu plus loin. Nous avons quelqu'un qui assure la conception, la construction, le fonctionnement et la maintenance. Et s'ils payaient pour cela, c'est-à-dire pourquoi n'utiliseraient-ils pas leur propre capital ? Ou pourquoi ne lèveraient-ils pas le financement de la dette eux-mêmes afin de concevoir et faire fonctionner et assurer la maintenance de l'usine ? L'addition du financement, il se peut qu'ils puissent mobiliser du capital, spécialement si nous faisons correctement le financement de projet, ce dont nous parlerons ultérieurement. Mais il se peut que pour les grands projets, surtout, vous puissiez diminuer les frais nets de financement d'un projet en permettant au secteur privé de le faire. Et donc, en continuant vers la droite, nous venons d'en parler un peu. D'accord, donc, faisons payer pour cela, le financer, le concevoir, le construire, le faire fonctionner, assurer sa maintenance. Nous allons leur payer un paiement de disponibilité, ce qui signifie essentiellement que le gouvernement va trouver une réserve d'argent pour leur donner à s'assurer que l'actif est construit, fonctionne et est disponible pour être utilisé par le public. Il faut un paiement mensuel, aussi longtemps qu'il respecte des critères de performance qui ont été précisés à l'avance. Nous allons vous payer que les utilisateurs empruntent ou non cette route, ou aillent dans cet hôpital, ou cette école, ou quel que soit l'actif livré grâce à ce processus PPP. Et ensuite, nous allons les laisser le construire, le concevoir, l'exploiter et assurer sa maintenance, le financer. Et ils ne seront payés que si quelqu'un utilise vraiment l'actif qu'ils ont créé. C'est très intéressant parce que le secteur privé est tenu d'assumer pour décider si le projet aurait dû être bâti en premier lieu. Donc ils ne vont pas assumer les frais d'une route que personne ne veut utiliser s'ils savent que la seule façon qu'ils ont d'être payés est par les utilisateurs du péage. Donc, il existe une autre façon de repousser la responsabilité du côté du secteur privé et peut-être de révéler ce à quoi ils sont bons, c'est-à-dire de prédire la demande, de prédire ce que le public veut. Et puis, le suivant en gris est si extrême que le graphique ne montre qu'en gris, c'est la privatisation totale. Il se peut qu'il s'agisse d'un actif réglementé, mais régulièrement détenu par une partie privée qui est autorisée à l'utiliser comme elle l'entend. Elle peut prendre ses propres décisions quant à ce qui est bâti, comment c'est financé, qui va l'utiliser, quel coût les gens vont payer pour l'utiliser, ce qui serait une sorte d'extrême. J'aimerais ajouter que si en effet la privatisation est spécialement bien adaptée à un actif d'infrastructure essentielle, elle fera l'objet d'un grand nombre de réglementations par un législateur qui va décider de la plupart de ces questions,
tels que ceux qu'ils vont bâtir et combien ils vont facturer. Je vais passer à la diapo suivante et à la leçon suivante, à moins qu'on ait des commentaires ici. J'aimerais juste souligner les avantages d'utiliser la conception-construction. La conception-construction est intégrée en continuant sur l'échelle, d'un simple point de vue mécanique sur la raison pour laquelle la conception-construction est bâtie en allant vers la droite, vers chaque option potentielle. C'est parce qu'avant les PPP, dans la première case des propriétaires publics concevaient le projet eux-mêmes. Et puis, ils allaient embaucher un prestataire et cela prenait beaucoup de temps. Et puis, en donnant aux contractants les plans de quelqu'un d'autre, vous vous exposez à de nombreux risques. J'ai pu me rendre compte dans le secteur que la plupart des réclamations importantes qui surgissaient au moment de l'exécution du projet faisaient remonter les difficultés à la conception. Donc, la capacité des propriétaires à transférer le risque à l'entité privée est un grand avantage, tant du point de vue du calendrier que de l'affectation des risques. Et d'autre part, j'ai vu dans ma pratique qu'un certain nombre de concessionnaires avaient vraiment un appétit pour le risque de revenu. Et il y avait un autre ensemble de concessionnaires qui étaient à l'aise avec ça. Je suis sûre que vous avez souvent vu ça. Oui, et je pense que toutes ces méthodes de livraison peuvent être appropriées pour différents projets. Je pense qu'une partie du travail des fonctionnaires essayant de construire cette infrastructure est de décider quelle approche sert mieux tel ou tel projet. Donc au départ de la prochaine diapo, on a une sorte de pondération. En quoi est-ce intéressant de se déplacer vers la droite sur ce graphique? Et en quoi est-ce bien de rester vers la gauche de ce graphique? Nous avons un peu touché cela sur la diapo précédente. On peut revenir à la diapo d'avant, désolé. Voilà. Vous avez mentionné cela. En particulier Non, pardon, avancez d'une diapo. Le bon de conception soumission construction à conception construction, vous aurez bien plus de certitude sur les coûts de construction. Cela va éliminer la possibilité qu'une partie ruine une conception que le prestataire ne pourra pas faire ou qui n'est pas praticable ou qui n'est pas adapté à son objet. Et cela réclame des changements ultérieurs qui seront onéreux et des dépassements de temps et des coûts supplémentaires. Donc, un avantage lorsque vous vous déplacez vers la droite est que vous allez avoir davantage de certitude sur les coûts de construction. C'est en partie ce que vous allez faire supporter aux véritables concepteurs-réalisateurs, le fait de devoir respecter un certain coût, un prix fixe, un contrat de conception, une construction certain, un contrat EPC qui ajoute un élément d'achat. En partie parce que vous repoussez le risque vers le contractant. J'ai commencé avec cela, mais je dirais que l'une des choses auxquelles on peut s'attendre en se déplaçant vers la droite est une efficacité opérationnelle améliorée. Nous avons donc amélioré les coûts de construction. Nous allons également économiser de l'argent sur les opérations et maintenance, je pense, principalement parce que les investisseurs auront intérêt personnel d'une manière que vous ne pourrez pas attendre d'un gouvernement. Il y a une motivation plus forte à réduire les coûts d'opération et maintenance à long terme pour le projet. Maintenant, si vous vous déplacez vers la droite, et si vous combinez le concepteur-constructeur et l'opérateur dans la même partie, vous pouvez obtenir de meilleures économies combinées sur les coûts de fonctionnement et de la conception-construction. Du fait qu'ils font un meilleur travail d'intégration, le cycle de vie du projet d'une certaine façon parce qu'ils sont motivés pour ne pas dépenser davantage que ce qu'ils ont à débourser. Ensuite, un autre avantage potentiel d'un PPP lorsqu'on va vers la droite, sur ce graphique, est que vous obtenez une meilleure qualité et un actif mieux conservé. S'ils sont uniquement rémunérés par un paiement de disponibilité, par exemple, s'ils respectent certains critères de service, vous allez publier des incitations dans l'intérêt personnel de la partie privée pour vous assurer qu'elle se conformera aux critères de performance. Quelquefois, vous ne pouvez pas trouver ce niveau de responsabilité dans un actif dirigé par le gouvernement. Vous avez donc une forte incitation à assurer la maintenance de l'actif sur la durée. L'autre idée derrière les PPP, qui peut être vraie à des degrés variés, est que le gouvernement peut structurer une partie du financement hors bilan. En d'autres mots, l'entité ad hoc, le SPV, qui est une entité créée par la partie privée pour bâtir, exploiter, maintenir, financer l'actif. Les dettes de cette SPV ne seront pas forcément reflétées dans le bilan souverain du pays hôte, alors que la plupart des pays se voient imposer l'obligation par le IMF
ou par la pression politique interne de ne pas ajouter davantage de dettes à ce qui fait déjà l'objet d'une garantie souveraine. Nous allons parler un peu plus tard des garanties souveraines plus en détail et des autres formes de soutien au crédit qui peuvent s'avérer nécessaires. Mais il y a des moyens de le faire sans que cela apparaisse nécessairement dans les dettes du bilan de l'État. Et les deux éléments du bas sont les avantages les plus importants de cette liste d'avantages potentiels. Si vous réussissez à faire cela, vous aurez transféré les risques au secteur privé. En particulier, les risques que celui-ci sera dans la meilleure position pour limiter ou pour traiter. Enfin, et c'est vrai pour beaucoup de mes clients, ce sera peut-être l'unique moyen pour lever le capital nécessaire pour financer des infrastructures essentielles, dont le pays a besoin de l'avis de tous. Il se peut que l'utilisation de techniques de financement de projets à l'aide de PPP soit la seule façon de mobiliser efficacement les liquidités nécessaires pour réaliser ces investissements. Jamie, c'est une remarque tout à fait d'actualité en ces temps de Covid. Qu'est-ce que vous voyez se profiler à l'horizon en termes de problèmes de capitaux pour les gouvernements? En effet, du fait que les pays ont débloqué des enveloppes d'aide énormes pour soutenir la demande et pour payer les gens qui se sont retrouvés sans emploi, il y aura de plus en plus de pression sur les limites externes de ce que les gouvernements peuvent facilement emprunter dans le cadre de leurs programmes obligataires. C'est ce qu'ils peuvent emprunter par rapport à leur capacité à générer des liquidités, par le biais des taxes et de l'impôt sur le revenu. Et je pense que les techniques dont nous allons parler aujourd'hui et demain deviendront de plus en plus importantes pour livrer des actifs essentiels, car beaucoup de pays auront de plus en plus de pression pour limiter leurs expositions générales à la dette. Non seulement de la part des acteurs institutionnels, mais peut-être du FMI ou de contraintes politiques, et peut-être même de la part des marchés de capitaux eux-mêmes. Il se peut que la volonté des investisseurs de prêter de l'argent aux pays souverains soit éprouvée s'ils continuent par nécessité à dépenser au-delà de leur revenu fiscal actuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Matthew. Oui, je pense qu'il y a quelques points, et je parle du point de vue d'une partie privée, qui vont forcément interagir avec l'environnement du côté public. Je veux dire que nous voyons actuellement une poussée qui est plutôt bonne pour apporter un changement au secteur public du fait du Covid. Et quelques-unes de ces choses méritent un peu de travail. Une partie de ces modifications apparaît dans les cas où le secteur public est complètement gelé, disant en essence nous faisons face aux temps les plus incertains que nous avons vécus depuis les 50 dernières années. Nous n'allons rien faire, c'est-à-dire que nous allons mettre les délais d'achat en suspens, nous allons mettre les appels d'offres en suspens et toutes ces choses vont véritablement ralentir toutes les constructions. Mais je crois qu'une des grandes choses que certaines autorités publiques ont fait a été de s'adapter et de devenir plus homogènes, car nous sommes tous concernés dans ces temps de WebEx et de Zoom. Ils deviennent plus agiles. L'une des choses que nous avons dû traiter avec le confinement récent et qui a été retardé d'environ 6 semaines essentiellement à cause du problème du Covid, a été de travailler avec les autorités. Nous avons travaillé surtout avec nos homologues du côté public afin de nous assurer que, quelle que soit la solution trouvée, quels que soient les effets qui surviennent, nous pourrions travailler ensemble, main dans la main pour les limiter. C'est l'une des choses dans une situation d'achat où vous pouvez montrer un peu de souplesse. Car, en définitive, si vous êtes trop rigide en ce qui concerne les règles et que vous ne pouvez rien changer, ce genre de choses survient, vous devez recommencer depuis le départ, ce qui n'est jamais une bonne chose car vous avez perdu quelque chose comme 24 à 36 mois de préparation. Il y a 2 points que j'aimerais commenter sur vos 2 interventions. J'aime beaucoup votre remarque sur le fait d'harmoniser les intérêts. Je pense que c'est réellement un aspect essentiel dans le fait que le secteur public doive s'assurer que les intérêts du secteur privé sont alignés avec le but ultime du secteur public, qui est le résultat final et ce que le secteur public veut. J'ai un bon exemple de cela dans un dossier pour un hôpital. En essence, les indicateurs clés de performance n'étaient pas alignés avec le résultat souhaité par le secteur public. Pour une raison ou une autre, le secteur public accordait plus d'importance aux indicateurs clés de performance ayant trait à la désinfection, liés à des principes fondamentaux comme sortir les poubelles, plutôt que de s'assurer que les blocs opératoires disposaient d'une alimentation électrique continue sans interruption.
Je pense que cet écart a véritablement ruiné la relation entre le secteur public et privé, car après 10 ans d'incitation et d'objectifs divergents, les relations se sont vraiment détériorées. Vous avez parlé d'une chose très importante que j'ai souvent vue en ce qui concerne le transfert de risques. J'ai souvent vu, lorsque je me trouvais du côté du gouvernement, que le gouvernement s'efforçait de tout repasser au secteur privé, ce qui, dans une certaine mesure, peut se faire. Cela soulève une question que nous verrons certainement plus tard, qui est: qu'est-ce que le gouvernement est désireux de payer au secteur privé pour prendre ces risques? Ou est-ce que le gouvernement va dire: d'accord, nous sommes dans une meilleure position pour prendre certains risques que le secteur privé, donc nous allons prendre cela sous notre aile. Le secteur privé n'a pas besoin de le facturer plus cher que le prix que nous pourrions établir en interne. J'aimerais intervenir rapidement. Je sais que nous allons voir ceci plus en détail, mais du point de vue de l'affectation des risques, quand je parle aux clients et que je les conseille à ce sujet, je leur rappelle que le fait de transférer les risques n'est pas gratuit. Transférer les risques coûte de l'argent. Et lorsque nous parlons de cela, il est important de garder en mémoire parce que cela aura un prix. Et bien souvent, les agences publiques n'ont que tant d'argent à dépenser pour le projet et ne peuvent pas retourner puiser de l'argent sans se faire crucifier par le public. Donc, lorsque je parle à mes clients publics, je leur dis: vous pouvez transférer tous les risques et cela vous apportera une certaine certitude sur les prix. Si vous ne supportez aucun risque vous-même, vous paierez pour ce risque que cela arrive ou non. Vous paierez l'affectation totale du risque. Je pense que c'est l'état d'esprit à avoir. Je crois que les agences publiques doivent vraiment comprendre que si elles conservent certains risques, elles ne paieront que ceux-ci s'ils se produisent. C'est un concept important. Fantastique. Nous allons pouvoir passer à la diapo suivante. Il serait peut-être utile de faire une pause d'1 minute et de regarder un groupe d'IPP. Nous avons esquissé quelques-uns des avantages supposés de ce type de structure, d'une structure de partenariat public-privé. Les IPP sont des projets de production d'électricité indépendants. L'idée est que le secteur privé génère et vend de l'électricité à un acquéreur possiblement public. Et pour faire bref, il est rémunéré pour l'électricité qu'il fournit d'une façon ou d'une autre. Donc, arrêtons-nous une seconde pour regarder ces prétentions. Ceci vous montre que les IPP ont gagné de l'ampleur au Nigeria, en grande partie parce que, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, les barres bleues sont des projets de production d'électricité indépendants via PPP. Ils sont bien plus disponibles, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ils génèrent de l'électricité pour le bien public, davantage que leurs homologues qui sont encore gérés par des entités gouvernementales. Une partie de cela a à voir avec le fait de révéler les intérêts privés de la partie privée avec une affectation de risque adéquate par des créations d'incitations comme celles dont mes collègues ont parlé. Ce que vous voyez ici est une performance améliorée. Si vous payez les usines d'électricité uniquement lorsqu'elles deviennent capables de produire de l'électricité et que vous disposez de prêteurs et de capital, tout ce qui est décidé à être payé. Vous voyez que les forces du marché ont été mises en route d'une façon qui tente à améliorer la performance de l'actif, dans la mesure où le gouvernement a soigneusement rédigé les documents sous-jacents au projet, d'une façon à s'assurer que les incitations destinées au secteur privé sont adéquates. Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats. On peut en trouver des preuves partout dans le monde, pas seulement au Nigeria, mais vous pouvez obtenir des meilleurs résultats de l'infrastructure elle-même en affectant les risques de cette façon. Prochaine diapo. Parlons de performance technique. Les champions sont les PPP pour certains types d'actifs. Ils ont tendance à être des actifs importants en dollars. En fait, vous pouvez non seulement obtenir une performance améliorée, mais également un prix plus compétitif, ou peut-être même des coûts de financement moindres que ce que ferait un gouvernement. Donc, à nouveau, ceci est tiré d'une étude du Kenya sur les prix provenant de différentes usines publiques et privées avec la même technologie sous-jacente à l'œuvre. Et vous voyez que les IPP et le KenGen, le site alternatif appartenant au gouvernement, la société para-étatique, vous voyez que les prix sont concurrentiels. Certains IPP sont même moins chers.
Certains sont un peu au-dessus, mais la preuve est patente, en particulier pour les grands projets qui peuvent supporter les coûts de transaction supplémentaires requis pour établir un PPP. Vous faites cela en réalité pour moins d'argent. Donc vous pouvez espérer qu'un PPP, pour le bon projet correctement administré, vous donnera une meilleure performance au meilleur prix. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comment fait un fonctionnaire? Qui veut décider? Quel actif? Comment se procurer un actif? Comment impliquer le secteur privé? Où faut-il s'arrêter dans ce continuum d'implication du privé? L'outil principal est une analyse de rentabilité. Matt, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. La plupart des cadres juridiques des PPP exigent que le public entreprenne un genre d'analyse, et qu'il soit exigé ou non, c'est un outil important. C'est essentiellement une méthode quantitative avec des chiffres pour évaluer combien cela va coûter de le faire avec un partenariat public-privé, ou combien avec ce que j'appellerais le financement conventionnel, où l'alternative de son le secteur public pourrait se séparer pour produire l'infrastructure. C'est quantitatif également dans le sens où vous regardez des flux de revenus futurs, des coûts futurs, et vous obtenez leur valeur présente. Donc, vous comparez en fait un nombre de dollars d'aujourd'hui pour la solution du secteur privé par rapport à la solution du secteur public. Vous faites cela en termes de valeur présente. Cela devrait être ajusté selon les risques, pour tenir compte de la remarque de Diana. Bon, mais maintenant le secteur privé est tenu d'assumer toute la liste des risques, dont certains peuvent survenir. Donc nous allons peut-être les payer un petit peu plus pour ce modèle PPP. Mais si nous avons substantiellement modifié les risques, vous devez prendre cela en compte quand vous pensez au rapport qualité-prix. Ensuite, nous avons parlé d'analyse de flux de trésorerie actualisés. On regarde à la fois les revenus des péages ou des frais et des coûts qui seront encourus tant dans la phase de conception et de construction qu'ensuite sur la durée de vie du projet pour les opérations et maintenance. Prochaine diapo. Je voudrais intervenir une seconde. L'une des choses dont j'ai pu faire l'expérience au cours des ans est qu'il y a deux points de vue de gouvernement, je dirais. L'un consiste à dire simplement « nous devons avoir une analyse de rentabilité » et il n'existe aucun cadre de référence ou compréhension de ce à quoi ils vont comparer le projet. J'ai vu des autorités dire « nous avons besoin d'un modèle d'appel d'offres de taille gouvernementale pour le comparer avec un paiement de disponibilité ». Mais en réalité, c'est un projet basé sur une concession qui n'a pas de paiement en fonction des disponibilités. Donc, je crois qu'une des choses que les gouvernements ont vraiment besoin de comprendre et d'élaborer, c'est le cadre de travail d'une analyse de rentabilité. Il est bien évident que tous les projets ne vont pas rentrer dans une jolie petite boîte. Mais si vous avez un guide lorsque le secteur public doit suivre un processus, lorsqu'il a un fil rouge pour développer cela, c'est vraiment important. Car s'il ne dispose pas de processus, alors vous obtenez des analyses de rentabilité irréalistes. Vous pensez que le secteur privé va intervenir pour sauver le monde. Ou vous pensez que le secteur privé va venir en fin de compte, disons-le grossièrement, pour vous voler votre chemise. Je pense que l'une des choses que les autorités publiques ont besoin d'évaluer et de bien définir dans une loi PPP ou une autre législation est comment définit-on la rentabilité? Comment se présente le cadre de travail de l'analyse de rentabilité? Et aussi, quel indice utiliser? Si on regarde un projet en Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne, il serait totalement idiot d'utiliser un indice provenant du Canada ou du Royaume-Uni, car ils sont très différents. Donc, nous devons nous assurer 1. Qu'il existe un bon cadre de travail, 2. Que les indices sont appropriés. Car autrement, en définitive, une partie pourrait y perdre ce que personne ne souhaite dans un marché. Oui, je suis complètement d'accord, Matthew. Sinon, c'est un peu garbage in, garbage out. Autrement dit, la qualité de sortie dépend de la qualité en entrée. Si vous produisez des nombres auxquels les gens assignent trop de signification, ou s'ils ne comprennent pas comment ils ont été obtenus, ou s'ils sont obtenus de manière irrationnelle, ils ne peuvent pas infléchir la prise de décision d'une façon vraiment productive ou dans les meilleurs intérêts du pays. Donc, les 2 diapos suivantes, Matthew. Continuez, désolé pour l'interruption.
Pas de problème, nous sommes d'accord. J'oublie toujours qui a dit ça, mais cela me donne des données, je vais vous dire. Il décide, donnez-moi les données et dites-moi ce que vous voulez que je dise. Ça se passe un peu comme ça, mais ça ne devrait pas. Il devrait y avoir un cadre de travail, un processus en place. Il peut simplement être approuvé par des tiers. Souvent, quand vous avez un dossier, spécialement si vous travaillez avec un IMF, ils vont vous demander à ce qu'un auditeur externe vienne et examine votre processus et comprendre pourquoi vous avez décidé de faire un PPP, pourquoi vous avez décidé d'octroyer cette commande au secteur privé ou à ce participant. Il y a beaucoup de choses qui rendront ce processus plus facile si vous avez un cadre de travail en place. Oui, et cette diapo que vous voyez sur l'écran actuellement est conçue comme un point de départ pour réfléchir à certaines hypothèses et certains problèmes. Ce n'est pas si facile. Cela vous montre ce que nous savons pour un projet spécifique ou un groupe de projets au Royaume-Uni. La ligne rouge vous montre, si vous choisissez le modèle PPP, quels seront les flux de trésorerie cumulés. Donc ce à quoi va ressembler le véritable montant qui sera payé par le gouvernement sur la durée. En essence, cela consiste à transférer les frais de financement au secteur privé. Donc au départ, le gouvernement paie beaucoup moins, mais à la fin, il va devoir payer davantage que ce qu'il aurait payé s'il avait payé sur toute la durée. Mais regarder ces deux lignes ne suffit pas à déterminer un chiffre qui vous dise lequel est le moins cher. Parce que le gouvernement paie davantage au départ et à cause de la valeur temporelle de l'argent, $1 d'aujourd'hui vaut plus qu'$1 dans le futur. Et donc, comment passons-nous de cette valeur nette présente à une analyse des flux de trésorerie actualisés qui puisse nous dire laquelle de ces deux options est la moins chère, même en mettant de côté l'affectation des risques et les différences qualitatives qui peuvent être impliquées. Dans le financement, le moment où vous dépensez les dollars importe. Prochaine diapo s'il vous plaît. Voilà qui précise certaines hypothèses, qui sonnent comme si Matthew était audité et qu'il devait justifier de ce qu'il a fait. Tout d'abord, quel escompte utilisez-vous? C'est-à-dire, quel est le coût de l'emprunt souverain quand vous prenez ces flux de trésorerie futurs et que vous les transformez en dollars d'aujourd'hui? L'hypothèse essentielle est, quelle est la valeur temporelle de l'argent pour le gouvernement? Vous examinez ces emprunts souverains, mais il y a toutes sortes de problèmes qui y sont associés. Sur cette diapo, il est également question d'un parti pris optimiste d'ajustement fiscal. Y a-t-il une augmentation fixe en pourcentage de la dépense en capital estimée pour le comparateur du secteur public? Il y a de nombreuses hypothèses à examiner pour obtenir une valeur d'argent utile. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi à une chose qui a son importance. Mais c'est un de ces éléments dont vous avez parlé, Jamie, qui est très difficile à quantifier. C'est l'aspect économique de ceci, c'est l'avantage économique pour l'économie au sens large. Comment valorisez-vous l'accroissement des créations d'emplois? Comment évaluez-vous le fait de démarrer une nouvelle industrie dans le pays? Comment évaluez-vous le genre d'externalités qui vont avec? Je ne sais pas, disons que vous avez un nouveau port ou une nouvelle autoroute qui passe près d'une ville ou une nouvelle ligne ferroviaire passant près d'une ville. Comment capturez-vous ces incidences? Et vous devez vous assurer de ne pas regarder ces choses uniquement selon un aspect financier. Vous devez aussi regarder l'économie. D'accord. De même pour certains des aspects négatifs des partenariats publics-privés, car il y en a quelques-uns, et cela vous aidera à décider comment vous procurer un actif particulier. Mais d'abord, nous allons parler un peu plus de ce concept de financement de projet. Une grande partie de la théorie derrière les PPP est que vous pouvez largement les financer au moyen de la dette, ce qui serait un moyen moins onéreux d'obtenir l'actif. Mais il est très improbable qu'une entité ad hoc soit capable de supporter le poids de la dette qu'un État souverain peut mobiliser. Cela peut se produire, mais le plus souvent, un gouvernement, et c'est certainement le cas dans les projets de Diana aux États-Unis, un gouvernement voudra emprunter, comme la Virginie qui dispose d'une notation de crédit AAA. Cet État peut emprunter à faible coût. Donc, un des problèmes potentiels peut être de déterminer s'il serait moins onéreux d'emprunter au niveau gouvernemental. Mais je pense qu'il y a des désavantages qui peuvent faire même que la Virginie ou dans un autre endroit qui peut emprunter à faible coût, les PPP demeurent plus intéressants.
Un autre désavantage concerne les frais d'assurance, dans la mesure où le gouvernement aurait plus de facilité pour s'auto-assurer. Si vous le faites au plan privé, vous pouvez vous attendre à payer beaucoup d'assurance pour tout le projet. Ce sont des coûts d'assurance supplémentaires. Il y a un véritable avantage à cela, ne vous y méprenez pas. Mais pour faire écho à la remarque de Diana, cela revient à la question de quand vous payez pour le risque. Attendez-vous qu'il se produise ou bien devez-vous pratiquement payer pour lui? Il est moins onéreux de payer pour lui sur le modèle d'une assurance. On le paie en quelque sorte à l'avance. De même, si vous avez un partenariat public-privé, non seulement les prêteurs vont s'attendre à des assurances, mais ils s'attendront également à ce que certaines sommes d'argent soient mises en réserve au service de la dette, ce qui peut être submergent. Mais il est important de noter qu'il y a toutes sortes de réserves supplémentaires d'argent et de protections supplémentaires que les prêteurs voudront voir dans le marché et qui feront augmenter le coût du projet. Cependant, dans le tableau d'ensemble d'un projet mobilisant un volume de dollars important, cela peut encore être moins onéreux dans une perspective de financement net. Ce sont des choses dont il faut tenir compte. Ensuite, il y a des frais pour payer les prêteurs eux-mêmes et les frais d'avocat. Mais d'une certaine façon, ce type de livraison affiche des coûts de transaction moindres. Maintenant, si on regarde ce modèle, l'argent dépensé pour les avocats sur un projet de plusieurs milliards de dollars devient en fait rapidement insignifiant. Si vous pouvez économiser un petit peu sur les coûts de financement net d'un projet pesant plusieurs milliards de dollars, cela prend bien sûr beaucoup plus de temps si on a affaire à des fonctionnaires. Ils ont dû embaucher des conseillers techniques et des conseillers financiers et ce genre de personnes sur cet achat, et les avocats ont dû passer beaucoup de temps à réfléchir à des solutions. Mais il est important de savoir que ces coûts sont plus ou moins les mêmes pour un petit projet que pour un grand au passage. Mais sur un petit projet, ces coûts peuvent absorber les avantages que vous obtenez sur un grand. Le jeu peut ne pas en valoir la chandelle. Et de même, si vous avez un actif du secteur public, vous pouvez modifier la façon dont le faire ultérieurement. C'est un peu moins souple avec les contrats à long terme qui sont souvent garantis par des entités du gouvernement ou lorsque la Banque mondiale est impliquée. Vous êtes plus ou moins obligé de rester dedans. Mais vous pouvez toujours conclure un arrangement avec un partenaire du secteur privé. Mais d'une certaine façon, c'est une approche un peu moins souple. Vous êtes engagé par cette approche pour probablement des décennies. Hello, c'est Sue Logan du CLDP. J'ai une question pour notre panel d'experts qui se sont montrés extrêmement brillants. J'aimerais que vous nous fassiez profiter de la richesse de votre expérience dans le secteur des PPP. Avez-vous pu vous faire une idée? Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines industries ou certains secteurs de marché dans lesquels les PPP fonctionnent mieux ou pas? Ou des secteurs dans lesquels vous conseilleriez à vos clients de ne pas se lancer dans des PPP? Ou bien, en se basant sur un projet conséquent, Jamie, vous aviez mentionné que le coût de financement privé pouvait consumer les avantages du transfert du risque. Si vous pouviez revenir sur le sujet, les réponses peuvent en dépendre, mais si vous pouviez prendre quelques minutes pour parler, ce serait formidable. Je vais prendre le premier tour. D'une certaine façon, mon approche de ce problème est la suivante. Lorsque j'ai étudié pour la première fois le financement de projet, on m'a dit que l'innovation était l'ennemi du financement de projet, ce qui voulait dire que pour que les prêteurs comprennent les avantages financiers du financement de projet, ils devaient l'avoir vu auparavant. Qu'ils veulent suivre l'affectation de risque qu'ils ont déjà vue. Ils veulent un certain confort. Cela joue aussi dans le monde du PPP, dans le sens où les avantages se voient au sommet des achats via PPP. Aux États-Unis, les PPP ont commencé par un programme d'autoroute à péage. En fait, certaines législations limitaient au départ les PPP au transport. Et bien sûr, le meilleur PPP pour un pays est celui qu'il vient de faire, tout spécialement si c'est une réussite. En d'autres mots, il y a un avantage à sélectionner des secteurs pour faire des expériences, et puis pour collectionner les succès dans ces mêmes secteurs. Ainsi, sur la durée, vous aurez non seulement un groupe important de partenaires du secteur privé qui connaissent votre marché, qui sont à l'aise avec les acteurs gouvernementaux impliqués dans ce marché, ont rassemblé les prêteurs, les constructeurs, les concepteurs, ont rassemblé une sorte d'équipe qui fait qu'un PPP fonctionne. Si vous restez sur ce que vous avez déjà fait, vous avez les meilleures chances en termes de performance.
Cela ne signifie pas que d'abord vous ne devriez pas commencer quelque part, et cela ne signifie pas non plus que vous vouliez vous arrêter à une seule branche, mais je pense qu'on tire un avantage du fait que plus vous travaillez dans un secteur donné, mieux vous y travaillez, c'est mon avis. Je suis entièrement d'accord et j'ai découvert récemment dans ma pratique aux États-Unis, concernant des projets de plusieurs milliards de dollars, que cela devient plus difficile et incertain dans les secteurs qui ont des difficultés réglementaires, comme les projets de fermes d'éoliennes à l'étranger qui ont essayé de sortir de terre ici aux États-Unis ou qui ont beaucoup de difficultés. Ils ne peuvent pas obtenir les approbations réglementaires, ils ne peuvent pas obtenir les autorisations fédérales pour contourner cela, et ils ont des problèmes dans leur vrai budget aussi aux USA, car ils ont utilisé une technologie nouvelle pour respecter les exigences de contrôle positif et des choses qui sont quelque peu nouvelles pour le secteur, avec les délais importants prédominants. De nouveau, parce qu'il s'agit d'une nouvelle approbation réglementaire et d'une nouvelle technologie, cela prend beaucoup plus longtemps pour obtenir les approbations fédérales et démontrer leur conception. Et donc je voudrais dire, comme vous l'avez déclaré Jamie, que l'on gagne de l'élan en réalisant des projets similaires dans la nation. Je vois beaucoup de projets d'universités qui décollent avec une infrastructure sociale qui utilisent pour cela pour repenser leur campus et leur centre civique et d'autres choses de même nature qui prennent de l'ampleur aux États-Unis à l'aide du modèle PPP pour l'infrastructure sociale. Oui, je suis d'accord avec pratiquement tout ce qui vient d'être dit. L'une des choses dont vous avez parlé tous les deux et sur laquelle j'aimerais insister, c'est lorsque vous avez une conversation avec les prêteurs, ou le co-contractant pour la construction, ou le fournisseur d'exploitation et maintenance. Vous entendez l'expression norme du marché toutes les 2 ou 3 phrases dans la conversation, parce qu'en définitive, c'est ce vers quoi tout le monde tend. Chacun veut atteindre la norme du marché. Quand les choses commencent à sortir du marché, c'est que vous commencez à avoir de merveilleux appels tous les deux où vous les entendez appeler intéressants. J'utilise le mot anglais intéressant en termes de dynamique entre un fournisseur d'exploitation et maintenance qui cherche surtout à faire bouger le marché en réduisant son plafond de responsabilité de 100% ou de 50%. Et le prêteur répond que ce n'est pas le marché, je bouge. Et ensuite, vous avez une conversation d'1 heure sur la façon dont il ne va pas bouger. En pensant au marché émergent, il faut penser au secteur et au type de projets qui peuvent être vraiment avantageux. Je pense à de nombreuses choses que nous avons vues réussir et il serait bon d'avoir votre avis à tous là-dessus. Mais beaucoup de choses que j'ai vues fonctionner sont des projets fondés sur le commerce. Donc si vous cherchez une réussite ou une réussite relative des IPP en Afrique subsaharienne, vous pouvez regarder l'aéroport de la reine Alia à Amman en Jordanie, qui s'est avéré être un succès retentissant. Vous pourriez regarder des certaines concessions de ports réalisées auparavant dans le monde, qui ont été réussies en termes de génération de revenus et de soutien aux échanges économiques du pays. Mais si un pays, disons comme l'Égypte, se lance dans un projet d'école sur la base d'un paiement de disponibilité, ou dans une autoroute fondée sur la disponibilité, je pense que ce serait hasardeux. Car en définitive, vous prenez le risque du gouvernement égyptien, alors que si vous examinez quelque chose comme le port d'Alexandrie, vous regardez en fait le commerce international. Vous regardez la croissance d'une économie, l'expédition par bateau, vous regardez toutes ces choses et le plus important, c'est qu'elles sont établies en dollars. C'est l'une des choses essentielles. Se concentrer sur des types de projets commerciaux est très important, bien qu'il y ait aussi l'infrastructure sociale à présent. Si vous regardez le programme de la Turquie, qui est une superbe réussite, il est beaucoup plus difficile de construire cela en termes d'une société que d'un projet commercial. Bien sûr, je pense que les gouvernements hôtes, s'ils n'ont pas encore fait l'expérience des projets ou qu'ils ne sont pas encore arrivés à terme, devraient penser à se concentrer sur les projets commerciaux susceptibles de générer du revenu et également à importer des pratiques du marché. Vous pouvez suivre les dossiers de la Banque mondiale ou de l'IFC ou un des programmes réussis. Un des programmes qui a, je pense, un grand potentiel de réussite est le programme Scaling Solar de l'IFC pour les usines de production d'électricité indépendantes basées sur l'énergie solaire. La théorie derrière ce programme est qu'il s'agit d'une pratique de marché. Elle ne peut pas exister dans tous les pays pour l'instant, mais si vous obtenez le dossier et les documents de l'IFC,
Vous avez une sorte d'imprimatur de l'IFC sur ceci qui vous permet d'attirer immédiatement l'intérêt des contractants et du financement international. Ensuite, j'aimerais préciser à nos hôtes qu'une grande partie de la mission de base du CLDP est d'élargir le débat et de débattre de la forme que devrait prendre une approche correcte du marché. Elle consiste à se demander quel devrait être le marché, quelle est la bonne approche pour un gouvernement, qui peut se prévaloir d'une participation du secteur privé. Nous passons à la diapo suivante. Je pense qu'après celle-ci, nous allons bientôt clore cette session et garder la suite pour la partie 2. D'accord, j'espère que nous aurons des commentaires sur tout ceci. Mais voilà qui pose la dernière question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le mieux? Quelle solution serait un continuum? Quelle est la chose correcte? Nous avons précisé qu'elle devait être quantitativement mesurée si possible. Bien sûr, c'est délicat, et cela laisse la possibilité de manipulation, ou bien la possibilité de ne pas disposer de suffisamment de données fiables. Il est important de réaliser une analyse de rentabilité quantitative, mais ce n'est pas tout. Il est également important de penser aux avantages et aux inconvénients qualitatifs. Donc en fait, on peut voir qu'il y a une plus grande disponibilité si on compare les IPP aux générateurs détenus par le gouvernement. Vous allez avoir un meilleur produit final. Voici une citation d'un auditeur du Royaume-Uni. D'une certaine façon, le Royaume-Uni a été un précurseur et un partisan précoce des partenariats publics-privés. Ils avertissent leurs propres acteurs gouvernementaux, lorsqu'ils en actualisent la valeur en argent, de ne pas accorder une confiance excessive aux résultats du modèle. Cela peut vous aider dans votre prise de décision, spécialement lorsque vous devez réfléchir pour identifier où se trouvent les sensibilités des coûts. Aucun modèle ne peut vous donner la réponse. Vous devez en quelque sorte regarder toute la scène, le potentiel de croissance économique dont Mathieu a parlé, je veux dire, l'importance d'avoir des importations en place ou d'avoir des aéroports opérationnels, les répercussions également car vous souhaitez créer des emplois dans une foule de secteurs qui entourent les partenariats publics-privés. Je pense que vous devez prendre cela en compte et ne pas vous fier uniquement à quelques résultats chiffrés sortis d'un modèle. Excellent, merci Jamie. D'autres commentaires de conclusion de nos experts ou de Sue ou de Mohamed? D'accord. J'aimerais remercier nos présentateurs et comme je vous le disais, nous allons scinder ce webinaire en 2 parties. Cela fait juste trop d'informations pour continuer plus d'1 heure et nous pourrions continuer à parler comme vous le voyez. Nous allons donc présenter une 2e partie de ce webinaire et éventuellement une 3e partie en fonction de ce que les experts auront à dire. Mais nous voulons aussi faire une pause. Car les informations sont extrêmement denses. Nous avons des webinaires à venir qui seront également filmés sur la sélection de projets, l'élaboration de l'analyse d'investissement pour faire écho à Matthew en parlant d'un cas commercial, sur les études de faisabilité et la pré-faisabilité, les études de qualification et d'évaluation sur les propositions spontanées. Vous le voyez, c'est tout un programme qui s'annonce. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour tous ces webinaires tant que vous le souhaitez. Merci à tous et nous sommes impatients de vous revoir. À bientôt.